The adventure begins. Titan AE, get ready for the human race. Est-ce que vous savez à quoi ressemble un chien? Vous savez, le meilleur ami de l'homme. Oui? Alors je vais vous demander de fermer les yeux et d'en visualiser un. N'importe quel âge, n'importe quelle taille, n'importe quelle race, visualisez un chien. C'est bon? Maintenant, ouvrez les yeux et dites-moi si vous aviez imaginé ça. Normalement, non. Déjà parce qu'un bull terrier noir et blanc, c'est très spécifique, et surtout parce que ce chien est méga moche. Et malgré ses grands yeux et sa fourrure lisse, c'est une prouesse technique, car il a presque 30 ans. Scud est le chien de Sid, l'antagoniste principal de Toy Story, qui devient à sa sortie en 1995 le premier film d'animation entièrement en images de synthèse. Et le monde de l'animation va beaucoup changer dans la décennie qui va suivre, avec d'un côté Disney, qui sort de son deuxième âge d'or et dont les films en animation traditionnelle rapportent de moins en moins, et de l'autre Pixar, qui commence à pondre des classiques qui écrasent systématiquement la souris au box-office. Et pour s'adapter à cette nouvelle concurrence, Disney va expérimenter pendant quelques années en changeant sa recette et ses techniques d'animation. Est-ce que ça a marché? Ça dépend du point de vue. Ce que Disney a retenu, c'est des films qui remboursent à peine ou pas leur budget, ce qui les a poussés à abandonner complètement l'animation 2D pendant un temps et à racheter Pixar en 2005. Mais ce que les gens ont retenu, ce sont des bons films injustement oubliés et qui n'ont été reconnus comme tels que des années plus tard. Et au milieu de tout ça, d'autres studios commencent à se faire un nom, comme DreamWorks avec entre autres Le Prince d'Égypte ou Shrek, ou Fox Animation Studio avec Anastasia. Sauf qu'on ne peut pas avoir que des classiques, surtout dans une période aussi mouvementée au niveau technique. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des films moyens voire mauvais, comme La Ferme se rebelle, Gang de requins et surtout Titan AE. Sorti le 16 juin 2000, c'est le dernier film de Fox Animation Studio qui fermera ses portes à peine 10 jours après sa sortie. Titan AE se place parfaitement dans cette période de transition du début des années 2000, avec un mélange d'animation traditionnelle et d'images de synthèse, une histoire d'aventure dans l'espace comportant de nombreuses similarités avec La Planète au Trésor, et un box-office désastreux par rapport à son budget. Alors est-ce que ce film était rangé dans la catégorie des chefs-d'œuvre oubliés ou dans celle des catastrophes animées? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut retenir de Titan AE? On va commencer par se faire un bon résumé du film, donc bien évidemment, attention spoiler pour Titan AE. Allez le voir avant de regarder la vidéo si vous voulez le découvrir par vous-même. Ensuite, on analysera un peu ce qu'on a vu en parlant de tout un tas de points positifs et négatifs, et attention, spoiler pour La Planète au Trésor et un petit peu pour l'Atlantide. Et enfin, on terminera avec un élément que je n'ai vu mentionner dans aucune des vidéos qui parlent de ce film que j'ai pu trouver, le livre. Ce livre, je l'ai lu en entier, et même s'il raconte quasiment la même histoire, il le fait d'une manière différente qui mérite d'être abordée. Merci au passage à Epic Teaching of the History dont la vidéo m'a permis de découvrir le film, et on est parti pour le résumé. Le film s'ouvre sur l'espace, avec la voix du père du héros qui nous explique le prologue. Vers l'an 3000, les humains ont découvert une technologie tellement avancée que les Dredge, une race extraterrestre très puissante, ont décidé de les exterminer. On découvre Kyle, notre héros, qui joue dans la rivière avant de se faire récupérer par son père qui l'emmène pour quitter la Terre. Au spatioport, c'est la panique. Les humains évacuent comme ils peuvent et en vitesse parce que les Dredge arrivent. Et ils sont pas super rigolos. Après avoir donné une bague à Kyle, son père part faire décoller le Titan, un énorme vaisseau en forme de boule, pendant que les Dredge préparent leur gros laser de la mort qui tue à la Star Wars. Depuis son vaisseau, Kyle voit l'évacuation des humains qui se passe moyennement bien, la fuite de son père avec le Titan et la destruction de sa planète et de la Lune par les Dredge. Bref, c'est une grosse journée de merde. Écran titre, Titan After Earth. On retrouve notre héros 15 ans plus tard dans une superbe combinaison en 3D qui utilise sa tronçonneuse laser pour découper des épaves de vaisseaux. Kyle est devenu un jeune casse-cou rebelle trop cool qui écoute du rock, vive les années 2000, et il travaille dans une décharge de l'espace. Comme les extraterrestres sont racistes, il décide de faire le kéké et se mange un vaisseau à bord duquel il aperçoit Akima, dont il est subjugué par le design très original. Après avoir mangé avec son ami Tech un délicieux plateau de trucs vivants, il se fait agresser par deux bullies aliens, mais il est sauvé par Corso, ancien ami de son père, qui lui demande de risk your life. I want you to give up everything you have to join the mission where you'll face terror and torture and possibly gruesome death. And I would want to do that because it's worth it. Et c'est quoi cette manière horrible de présenter une quête à quelqu'un? Tu veux pas d'abord lui dire ce que vous devez faire et ensuite l'avertir que ce sera dangereux plutôt? Bienvenue à tous pour ce conseil. Vous devez décider aujourd'hui lequel d'entre vous va risquer sa vie, abandonner tout ce qu'il a, traverser des tragédies indescriptibles et potentiellement mourir dans d'atroces souffrances. Et pourquoi? Parce que ça en vaut la peine. Il y aura de la coke et des putes.
Corso révèle à Kale que l'anneau que son père lui a légué est en fait une carte qui mène au Titan, et lui demande de l'accompagner pour le retrouver et ainsi de sauver l'humanité. Kale refuse d'abord, mais il est convaincu par Tech et surtout par des Dredge qui arrivent pour le tuer. Les deux hommes s'enfuient et on a une scène de poursuite à travers la station, accompagnée d'un petit rappel. On n'est pas dans un Disney. Les personnages peuvent tuer et mourir de manière violente, et surtout, on a le droit de le montrer. Kale est touché pendant la poursuite, mais ils arrivent à s'échapper de la station dans un vaisseau quasiment détruit. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Vous pensez que cet impact est trop petit? Et ils décident de faire ce qu'on appelle communément une Wall-E. Et contrairement à ce que je pensais en voyant le film la première fois, c'est possible de faire ça. Dans le vide, un humain peut survivre quelques dizaines de secondes avant que l'eau dans son corps ne commence à bouillir. Donc c'est théoriquement possible de survivre comme ils le font. Et si vous n'êtes pas convaincu, posez-vous plutôt des questions genre pourquoi c'est un cafard qui fait la cuisine? Kale se réveille allongé nu sur une table et on reviendra plus tard sur pourquoi sa tête se déforme comme si quelqu'un était en train de l'aspirer avec une paille. Il se fait soigner par Akima avec une technologie laser du futur, puis elle examine la carte qu'il a dans la main, ce qui le fait bander. I'm really wanting those pants right about now. On découvre le Valkyrie, vaisseau de Corso, ainsi que son équipage composé d'Akima, qui est pilote, Je suis pilote. Pride, une espèce de chauve-souris humanoïde dégueulasse avec des aisselles palmées et qui harcèle sexuellement Akima, Teeth, une kangourou avec trop de genoux, et Goon, qui est juste le cliché du personnage scientifique très intelligent mais très bizarre qui dit des mots savants que personne ne comprend. C'est clair que si tu considères le volume équivalent de la spire, selon les équations de Maxwell-Gauss... Oui, tout à fait, exact. Goon a apparemment construit dans son sommeil un truc, on sait pas ce que c'est et lui non plus, mais retenez bien cet objet, ça va être important pour la suite. Après avoir consulté la carte, Voici la carte. ils se rendent sur la lune de Cheshire, et j'adore cette planète. Il y a des champs mongols en fond, une lumière rouge omniprésente, et on a cette espèce de ville abandonnée cauchemardesque qui rappelle les illustrations de H.R. Giger, et qui installe vraiment une ambiance... Mais attendez, j'ai pas fini de parler. Ah non, on n'a pas le temps pour faire une scène d'introduction pour votre planète de merde, hein. Allez, je vous donne 30 secondes. Vous savez combien de temps on a entre le moment où ils partent en expédition et le moment où ils arrivent au bon endroit? 27 secondes. On passe plus de temps avec Kale à poil qu'à introduire cette planète. Pendant que Goon et Pride gardent le Valkyrie, une race de prêtres chauves-souris montre aux autres comment lire la carte. Sauf que les Dredge arrivent et ça devient le gros bordel. Les prêtres emportent le héros vers le vaisseau à travers une scène d'action et de poursuite. Goon et Pride ne servent à rien et Kale et Akima se font capturer par les Dredge. Alors Corso motive le reste de l'équipage à secourir Kale. The Dredge took care, but they are not gonna get away with it. Juste que, il en a rien à cirer d'Akima. Mes amis, Frodon est parti seul amener l'anneau en Mordor. Prions pour que les dieux le soutiennent dans sa terrible quête et qu'il ne succombe point à la solitude. Y avait pas un deuxième Hobbit avec lui? Hein? Sam Gamgee. Il est parti avec lui, non? Ah oui, lui! Bon, il a dû l'accompagner, oui. Dire qu'il se rend en Mordor, cet endroit maudit. Mon cœur t'accompagne à travers cette sombre aventure, Frodon Sake. Et Sam? Oui, sans doute, oui. Ça manque de coq et de pute cette histoire. Pendant qu'ils sont captifs, Kale et Akima ont la deuxième discussion de leur existence, et on apprend que les habitants des colonies seront motivés par le désir de retrouver une planète où s'établir. Arrivés dans le vaisseau mère qui est extrêmement bleu, les Dredge copient la carte de Kale et l'emprisonnent avant de balancer Akima dans le vide. L'équipage la localise dans un marché d'esclaves, et malgré une tentative d'infiltration absolument catastrophique, ils parviennent à la secourir. Pendant ce temps, Kale s'échappe. Comment fait-il? Il utilise bien évidemment des compétences qui ont été introduites dans la première partie du film, ce qui permet une scène d'évasion logique et qui s'inscrit parfaitement dans la progression de l'histoire. Et du coup, à ce moment-là, il traverse la porte de sa cellule, mais puis après, il s'en va. Il retrouve le Valkyrie et parvient à communiquer avec Goon depuis son vaisseau Dredge en envoyant des numéros en binaire directement sur son radar. Je vais même pas parler de ça parce que c'est juste complètement con. J'adore l'informatique. Par contre, je vais relever que ce ne sont pas les bons numéros qui s'affichent sur son radar. Vous puez la merde tous les deux. Ils récupèrent Kale, qui débute une romance avec Akima, et ils mettent le cap sur le nouvel objectif que leur indique la carte. Après une scène sympa de pilotage de Valkyrie, nous voici à New Bangkok, un gros tas de merde qui sert de refuge à la dernière colonie humaine. Kale à poil, Akima à poil, Burrito, et les deux amoureux tombent sur Corso en plein call Discord qui discutent tranquillement avec la reine des Dredge de leur accord. Pride les attrape, et on découvre que Corso est un traître qui ne croit pas du tout au futur de l'espèce humaine et veut livrer le titan aux Dredge contre le plus de cybertunes possible. The only thing that matters is grabbing
what you can before somebody else beats you to it. Les deux héros s'échappent, et comme on n'est pas dans un Disney, Akima se prend une balle dans l'épaule. Corso ment à Gun et Stiss en disant que les autres se sont enfuis, et ils quittent la station. Kale et Akima décident alors de réparer une des épaves de la colonie afin de trouver le titan avant Corso, juste après avoir balancé la pire punchline de héros jeune qui se veut cool. Good, because we launched yesterday. Et ça marche, ils ont même eu le temps de mettre un coup de peinture. Tous les PNJ de la station sont contents, et nous aussi, parce qu'on arrive dans la meilleure scène du film, les anneaux de glace de Tigrine. La 3D marche très bien, l'environnement est bien pensé, l'ambiance est lourde, on a une scène tendue où les deux équipages se cherchent sans vraiment se trouver à cause des reflets et des perturbations des radars. La scène est captivante, même si tu n'es pas rentré dans le film jusque-là. Kale et Akima finissent par semer Corso et trouvent enfin le dernier espoir de l'humanité, le Titan, à l'intérieur duquel ils trouvent un hologramme du père de Kale qui leur explique le vrai but du vaisseau. Il est en fait capable de créer une nouvelle planète pour les hommes et contient l'ADN pour y réintroduire tous les animaux de l'ancienne Terre. Mais ils sont interrompus par Prix des Corsos, qui tente en parallèle de faire exploser les deux autres membres de l'équipage, sauf que Gun se sacrifie. Et pendant ce temps-là, les Dredge arrivent, et c'est un peu chiant parce qu'ils sont imbattables. You can't beat the Dredge. No one can. They're pure energy. Prig trahit Corso, qui le tue sans aucune difficulté. Bagarre, et Corso finit par tomber dans le vide, mais en fait non, pendant que les Dredge commencent à attaquer le Titan. Kale élabore un plan pour l'approvisionner en énergie, mais un problème à l'extérieur du vaisseau le pousse à sortir en combinaison, pendant qu'Akima et Stiss essaient de le couvrir. Mais les Dredge sont plus forts et Kale est secouru par... Gun ? Mais il est mort il y a 10 minutes. Eh oui, c'est bien moi, Gandalf, celui qui était mort et qui vient vous sauver. J'adore la coke et les... Non, stop. On peut pas comparer ça à Gandalf. Parce que de 1, il est vraiment mort, de 2, c'est pas exactement le même Gandalf, et surtout de 3, on nous explique pourquoi il est là. Gun est juste revenu de nulle part, sans explication, et il a même eu le temps de changer de vêtements. Ah, et Corso est revenu aider Kale aussi, parce que rédemption du méchant. Le vaisseau mère envoie son laser sur le Titan, qui grâce au sacrifice de Corso absorbe l'énergie des Dredge et crée la nouvelle Terre dans un des plus beaux plans du film. Il nous reste 2 minutes et on a tout juste le temps de voir Kale donner le pire nom possible à la nouvelle planète. Bob. Bob? Ils sont amoureux, Gun et Stiss partent, il y a un arc-en-ciel et... Oh mon dieu... Oh mon dieu, c'est le plan le plus moche du film. Les humains arrivent sur la nouvelle planète et fin, c'était Titan à eux. On a plein de choses à voir, des bonnes comme des mauvaises, et on va commencer par revenir un petit peu sur le contexte dans lequel le film a été créé pour parler de l'animation. On a mentionné beaucoup d'autres films animés dans l'intro, mais à la base, Titan AE n'était en fait même pas censé être un film d'animation. Le projet s'appelait initialement Planet Ice et devait être un film de SF en live action avec Matt Damon. Oui, ce mec est toujours dans l'espace. Sauf qu'à cause du prix beaucoup trop élevé de tous les effets spéciaux qu'il aurait fallu faire, il a été transformé en film d'animation avec toujours Matt Damon dans l'espace et Don Bluth et Gary Goldman aux commandes. La 3D sera réalisée par le studio Blue Ice, qui sortira son premier film entièrement en images de synthèse 2 ans plus tard avec L'Âge de glace. Sauf qu'à cause de coupures budgétaire, une partie de ces effets spéciaux sera déléguée à d'autres studios d'animation, avec pas forcément autant d'expérience. L'animation 2D, c'est long et c'est difficile. Mais en 2000, ça fait plus de 60 ans qu'on a des films dessinés et peints, donc la technique est maîtrisée. Par contre, l'animation 3D est toute nouvelle. Et c'est pour ça que pendant cette période, Disney passe d'abord par des films de transition avec les deux techniques d'animation en même temps, avant d'aller vers des films entièrement en 3D. Et ce mélange 2D-3D dans Titan AE, il donne des résultats inégaux. Des fois ça marche, les mouvements de caméra permettent de dynamiser certaines scènes, et les Dredge ont littéralement une dimension en plus que les autres espèces, ce qui les fait bien ressortir de l'image. Mais des fois ça marche pas du tout. Texture très plate, personnages mal intégrés dans le décor 3D et qui ne suivent pas les mouvements de la caméra, et mon dieu, la planète Bob. Déjà Bob, putain. Bob! La planète est dégueulasse. Il y a plein de fois dans le film où la 3D rend bien. La scène dans les anneaux de glace est exceptionnelle avec les reflets, les textures, les morceaux de glace qui se télescopent et se détruisent. Mais ce plan te fait tout oublier et quand le film se termine, tu retiens juste la planète Bob en caca. Mais c'était en 2000! C'était avant la planète au trésor, avant Atlantide, avant Shrek. Cette montagne de merde, c'est une prouesse technique. Donc c'est pour moi juste un petit défaut du film. Au niveau de l'animation 2D, c'est plutôt clean, y a pas grand chose à redire. On a même des éléments qui sont bien pensés, notamment au niveau de la couleur. Les Dredge et tous leurs équipements sont bleus, et une lumière bleue écrase toutes les autres couleurs dans leur vaisseau. La palette de couleurs de cette frame, c'est ça. Y a que du bleu.
Et à part les Dredge, on ne trouve quasiment aucun élément bleu dans le film. La Terre est marron, la station est jaune, la Lune est rouge, le vaisseau est gris, et les seules scènes avec un peu de bleu sont celles à la toute fin, quand les Dredge sont détruits. On a d'ailleurs deux jolis parallèles. Le rayon qui détruit la première Terre est aussi celui qui crée la nouvelle, et le bleu des Dredge, qui a pendant tout le film représenté le danger, devient synonyme de vie sous forme d'eau. Et à l'opposé, même si c'est un petit peu moins marqué, la couleur des humains c'est le orange. Ça permet des plans plutôt sympas, comme celui-ci qui oppose Kyle et Corso, le premier dans une lumière plutôt claire qui rappelle le début du film, et le second qui est à la fois orange car humain, mais qui est surtout entouré de bleu car allié aux Dredge. Sauf que l'animation c'est bien, mais ça fait pas tout. N'est-ce pas Disney? N'est-ce pas Illumination? N'est-ce pas Fox Animation Studio? Alors on va parler du scénario. Un des objectifs de Don Bluth avec ce film et ses précédents, c'est de ne pas faire juste un film à la Disney et de traiter de manière plus crue et plus mature certains thèmes. Chez Disney, les blessures et les morts ne contiennent pas de sang ou ne montrent pas directement la mort. Chez Don Bluth, que ce soit dans Brisby et le secret de Nîmes ou dans Titan à eux, on se permet sans problème de montrer du sang ou des morts violentes. Et sur cet aspect-là, c'est plutôt réussi. On commence avec la destruction de la Terre, on termine sur la disparition d'une race entière d'aliens, et on parle un peu d'esclavage et de racisme. On ressent bien que les humains n'ont plus leur place dans ce monde et qu'ils ne représentent qu'une minorité dans l'univers. Même l'équipage du Valkyrie n'est composé qu'à moitié d'humains, alors que leur mission c'est quand même de sauver leur espèce. En comparaison, les équipages dans Star Wars ont une proportion bien plus élevée d'humains, alors qu'on est censé être dans un univers avec des millions de formes de vie différentes. Et ce côté plus mature de l'univers sert au scénario. Les protagonistes ont une bonne motivation, un bon objectif, rencontrent des obstacles cohérents et l'histoire se termine après une fin mémorable et plutôt épique. Mais il y a quand même plusieurs incohérences. Comment Kyle fait-il pour s'échapper? Pourquoi Goon est encore vivant? Pourquoi Corso change-t-il aussi rapidement de camp? Et pourquoi est-ce qu'il ne ferme pas la porte de sa cabine pendant qu'il complote contre son propre équipage? On aura quelques réponses plus tard dans le livre, mais ça ne change rien au fait que le film se permet plusieurs fois soit de ne pas respecter ce qu'il avait établi avant, soit d'utiliser des éléments qui n'ont pas ou très peu été préparés. Et là, on rentre dans la cause de la plupart de nos problèmes de scénario, la préparation. Si Kyle arrive à sortir de la prison Dredge, c'est parce qu'il est censé être calé en bricolage et qu'il connaît bien les machines. Donc il comprend comment la porte marche, et là il s'en sert pour sortir. Source, la partie 3. Et ça va aussi lui servir pour réparer le vaisseau pour aller chercher le titan dans la dernière partie du film. Sauf que la seule scène dans laquelle on nous montre qu'il aime les machines, c'est celle au tout début du film avec son jouet, quand il a 5 ans, et c'est tout. On aurait pu avoir des allusions à ça, s'il avait réparé lui-même la gravité, ou s'il avait discuté avec Goon, ou s'il avait eu quelque chose à réparer en arrivant dans le Valkyrie, sauf que non, le film ne nous donne qu'une scène de préparation pour le caractériser. Donc quand il traverse la porte sans aucune explication, ça passe pas. Et on a aussi le problème inverse, des éléments qui sont préparés sans être utilisés. Vous vous souvenez de l'invention de Goon, ce truc instable avec un bouton dessus dont personne ne connaît l'utilité et que je vous avais dit de retenir? Vous savez, cet objet qui est bien mis en évidence dans 2 scènes différentes et qui ne sert à rien. Ce serait quand même bête d'avoir mis dans le film un objet bien préparé qu'on n'utilise jamais, et le propriétaire du même objet qui survit de manière inexpliquée sans qu'on comprenne pourquoi. Ce serait vraiment dommage! Sérieusement, ça coûtait quoi de le faire appuyer sur le bouton et de découvrir que c'est un bouclier ou quelque chose qui désactive la bombe? Ça résoudrait quand même 2 problèmes d'un coup là. Il y a aussi le problème de la préparation qui se fait juste avant qu'on en ait besoin, comme quand Corso révèle que les Dredge sont composés d'énergie pure littéralement 3 minutes avant que ça serve dans le plan de Kyle. Tu pouvais pas le dire genre 50 minutes plus tôt quand tu parlais des Dredge, et pas juste avant que ça serve? Mon Dieu, Sam, il fait tellement chaud en Mordor. Oui, monsieur Frodon, c'est probablement à cause de la lave dans laquelle l'anneau unique a été forgé, et qui est d'ailleurs notre seule chance de l'étruire à jamais, monsieur Frodon. Oui, sans doute, mon brave Sam. Attends, la lave qui quoi? Et ça se ressent dans le rythme du film. Il ne prend pas le temps de préparer les choses correctement, et les 30 premières minutes paraissent passer en accéléré. Et si on compare ça au rythme du livre, dont on parlera juste après, on voit clairement qu'il manque des choses dans le premier tiers du film. On a parlé de l'animation, on a parlé du scénario, il nous reste le doublage, qui est pas fou, il y a qu'à faire une comparaison avec La Planète au Trésor pour s'en rendre compte. Don't you get it? I screwed up! I mean, for 2 seconds, I thought that maybe I could do something right, but... Ah! No, I'm not asking that much. I just like them to kill my food before they serve it to me. Et surtout, il nous reste les personnages. Certes, la plupart sont clichés. Le jeune homme rebelle sans figure paternelle des années 2000 et son love interest, le traître militaire intéressé par l'argent, le scientifique bizarre et asocial... Mais on a quand même des nuances. Steve est badass, pris des crades, Goon est attachant, Akima est une pilote hors pair et Kyle est con. En vrai, il est pas con, mais il est plutôt immature. Et c'est pas un mal, beaucoup de films Disney traitent du passage à l'âge adulte avec un personnage qui apprend à être mature au fur et à mesure du film. Mais Kyle ne change pas. Certes, il se met à croire en l'humanité, mais...
Bob? T'aurais pu appeler la planète Corso, Tucker ou encore Tech, comme le nom des gens qui se sont sacrifiés pour qu'elle existe, et tu l'appelles Bob. Ton vaisseau de merde construit en 2 jours s'appelle Phoenix. Pourquoi tu fais aucun effort pour le nom de la planète qui va accueillir toute l'humanité? Mais le vrai problème avec les personnages, c'est les relations qu'ils ont entre eux. Si on prend notre trio principal, Akima et Corso ne se parlent qu'en ordre ou en insultes, les deux hommes ont une relation père-fils un peu bâclée, et Kale et Akima vivent une romance express. Combien de discussions entre les deux avant qu'ils ne commencent sérieusement à se tourner autour? 2, dont une où ils s'insultent. À ce stade du film, Kale a plus parlé avec Pride qu'avec Akima. Et entre Corso et Kale, c'est pas beaucoup mieux. On a quand même un arc sympathique, avec Kale qui veut piloter et Corso qui refuse plusieurs fois, avant de finalement le laisser aux commandes et de lui parler de son père. Mais c'est à peu près tout. Et surtout, la relation qu'ils ont construite est légèrement entachée non seulement par la trahison de Corso, mais surtout par les grosses patates de forain qui se mettent dans la gueule. Et il manque vraiment pas grand chose. Une petite scène de dialogue en plus par-ci par-là pour étoffer les personnages et leurs relations, histoire que tout puisse être déroulé proprement dans la suite et qu'on soit vraiment attaché aux personnages. Sauf que dans le film, ça manque, et c'est dommage. En revanche, si on reprend notre barre de rythme, on constate que ces scènes-là existent dans le livre Titan AE. J'ai pas le livre en version papier, mais j'ai pu le lire gratuitement sur archive.org. Je dis le livre, mais certains pourraient demander lequel. Parce qu'il y a plusieurs livres sur Titan AE. Un sur l'histoire d'Akima, un sur l'histoire de Kale, 3 comics sur l'adaptation de son père, et celui que j'ai lu, l'adaptation en roman du film. Sauf que c'est pas exactement ça. Déjà parce que le roman se base sur une ancienne version du script avec quelques scènes qui changent, et surtout parce que l'auteur a fait le choix de ne suivre que 3 personnages. Kale, Akima et la Reine Drej. Oui, ce personnage qui ne sert quasiment à rien dans le film a un arc complet à lui, à l'intérieur du vaisseau mère Drej. On y apprend pas mal de choses. Pourquoi les Drej ont décidé de détruire la Terre, d'où vient leur énergie, comment ils ont été créés, leur haine pour la chair et pour les autres espèces, leur plan à long terme. On a des intrigues politiques à base de complots pour remplacer la reine et de mesures prises pour maintenir en vie l'étoile qui fournit leur énergie, et ça rajoute beaucoup de profondeur à la reine Susquehanna et aux méchants de l'histoire. Mais ça démystifie un peu la race des Drej, qui est dans le film une menace un peu mystérieuse et qui semble inarrêtable. Cet arc-là ne représente que 4 chapitres sur 30, donc on va pas passer plus de temps dessus et on va regarder ce que le livre apporte à l'histoire. Premièrement, comme on ne suit que 3 personnages, toutes les scènes du film dans lesquelles ni Akima, Kale ou la Reine Drej ne sont présentes n'apparaissent pas. Certes, ça enlève de la personnalité aux autres membres de l'équipage et ça diminue beaucoup la tension dans d'autres, mais ça permet aussi d'éviter certaines incohérences comme le retour de Gun qui du coup ne se sacrifie pas. Et le peu qu'on perd avec l'équipage est largement compensé par ce qu'on gagne pour les personnages principaux. On apprend que Kale construit un vaisseau en secret pour s'échapper de la station, on le voit ressentir de la nostalgie en pensant à Tech, son côté inventeur est beaucoup plus présent et beaucoup mieux introduit que dans le film, et même la scène d'évasion devient logique. Quand on arrive à ce moment-là du livre, on a déjà vu plusieurs fois Kale construire ou réparer des choses. Son jouet, son vaisseau, une machine à café... Alors quand il est emprisonné, il examine la porte et il finit par comprendre comment elle marche en se basant sur les patterns qu'il voit. Et c'est comme ça qu'il arrive à sortir. Et c'est beaucoup moins maladroit que dans le film où il passe juste à travers parce que... voilà. Et pour Akima c'est pareil, on a des vrais chapitres complets centrés sur elle et ça permet de lui donner beaucoup plus de profondeur. Sans mauvais jeu de mots. Et ça, on va en reparler aussi. On apprend par exemple pourquoi elle s'est fait virer de son job précédent et comment elle a été recrutée, ce qu'elle a fait avant de devenir pilote ou même les conseils de merde que son mentor lui donnait. Les Drej sont malins, rapides et efficaces. Pour les battre, tu devras être plus maligne, plus rapide et plus efficace qu'eux. Les orques sont forts, rapides et nombreux. Si nous voulons gagner cette bataille, il nous faudra appliquer une stratégie en 3 étapes. Étape 1, être plus fort. Étape 2, être plus rapide. Étape 3, être plus nombreux. Avec moi maintenant, chargez! Akima a beaucoup plus de moments à elle, qui raconte par exemple son combat entre les vaisseaux Drej en parallèle de la fuite de la station du début de l'histoire, ou encore comment elle permet aux autres esclaves de s'échapper de leur prison. Et la relation entre Kale et Akima passe aussi beaucoup mieux dans le livre que dans le film. Elle est toujours trop rapide et trop peu développée, mais on a des discussions plus longues, une scène en plus au marché de la colonie et beaucoup plus de détails sur les pensées des deux l'un par rapport à l'autre. Et c'est pas forcément toujours une bonne chose. Parce que quand tu as accès aux pensées de Kale, tu te rends compte d'à quel point c'est ce qu'on appelle communément un énorme dalleux. Dans le film, il demande son pantalon quand il se fait toucher la main, il aperçoit Akima en serviette et ils finissent par se faire un bisou. Ça va, c'est relativement mignon. Mais le Kale du bouquin, déjà il est nu dans cette scène et il essaie encore plus de ne pas bander. Négatif en bas, négatif, négatif. Pas d'afflux de sang s'il vous plaît. Ensuite, Akima aussi est nu dans cette scène, et surtout quand il pense à Akima, ça ressemble à ça. J'aimerais bien l'avoir piloté le Valkyrie. Enfin, j'aimerais bien l'avoir faire beaucoup de choses.
mais c'est pas trop le moment. Ok, on est mort. Mais peut-être qu'on pourrait profiter un peu de nos derniers instants. Et c'est comme ça avec tout le monde. Ils veulent tous faire des trucs avec Akima. Kale veut tout le temps la tripoter, Pride est encore plus dégueulasse que dans le film et il l'appelle ma jolie pilote et mon petit animal parce qu'il veut la baiser. Et quand Akima a capturé les autres esclaves, ils veulent tous la baiser. Stop, arrêtez, c'est insupportable. Il y a des centaines d'espèces différentes et très peu d'humains dans l'univers et vous allez me dire que tout le monde est attiré spécifiquement par les femmes humaines. On est en 3028 et la pauvre Akima peut même pas sortir de sa chambre sans avoir 5 mecs qui lui bavent dessus ou sans se faire virer. Parce que c'est pour ça qu'elle s'est fait dégager de son équipage précédent. Elle a pété la gueule d'un gars qui essaie de la toucher. Et comme d'habitude dans les années 2000, les seules fois où ce comportement est puni, c'est quand c'est des gens moches. Pour Kale, ça va, il n'y a jamais aucune conséquence négative ou personne qui condamne son comportement, qui est globalement encore moins mature dans le livre que dans le film. Dans la dernière scène par exemple, les deux amoureux vont s'embrasser mais Gun les interrompt en passant au-dessus d'eux. Dans le film ils lui font coucou, mais dans le bouquin, Kale lui hurle « Je te déteste !» et il lui fait un bon gros doigt. Quel héros charismatique! Dernière grosse différence du livre par rapport au film, la préparation. Kale est un inventeur, donc il comprend la prison et peut s'échapper, et il sait comment rediriger l'énergie du titan. Akima est une pilote hors pair, donc elle peut devancer Corso pour trouver le titan. Kale veut montrer quelque chose à Corso, donc il va le voir et se rend compte de sa trahison, au lieu de juste l'entendre à travers tout le vaisseau en ramenant les courses. C'est pas parfait non plus, ce truc par exemple est toujours introduit alors qu'il ne sert à rien, mais avec plus de préparation, on a un meilleur rythme et moins de trous dans l'histoire. Alors, est-ce que je vous recommande de lire le livre ? Ça dépend parce qu'il est pas super bien écrit. Si vous aimez lire de la SF, allez lire La planète des ouragans ou Le cycle d'Ender, mais pas Titan à eux, vous allez vous emmerder. Par contre, si vous aimez bien le film ou que vous trouvez qu'il est trop creux, ça peut être intéressant d'y faire un tour pour compléter l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Titan à eux ? Le scénario cool malgré ses trous, l'animation tantôt incroyable, tantôt hideuse, l'univers et son racisme anti-humain, la bande-son qui accompagne parfaitement le film. Ce qu'on retient, c'est que tout ce qu'on vient de dire, on s'en fout un peu. Parce que... Vous savez qui c'est mon personnage préféré dans ce film ? Gun. Il est attachant et j'aime bien sa relation avec Kale pendant les rares dialogues entre les deux. Et c'est pas normal. Parce que Gun, c'est le cliché du gros nerd asocial super intelligent. Et ce genre de réplique, ça fait partie des phrases de films clichés que je déteste le plus. Mais je peux pas aimer les autres personnages. Kale est immature, Corso est un traître violent, Akima est très peu développé, Steve est cool mais c'est celle qu'on voit le moins, et Pride est un gros porc. Avec des aisselles palmées qui doivent salement puer d'ailleurs. Et en termes de relations entre les personnages, de développement du héros ou encore de messages ou de leçons, c'est très creux. Et ça efface tout ce qu'il y a autour. Ce qui me fait dire que La planète au trésor est un classique, c'est pas l'animation, la BO ou l'histoire. C'est Jim, Silver, la relation que le film construit entre les deux, la manière dont il la montre et les leçons qu'on peut en tirer. D'ailleurs, allez voir la vidéo de Passion Film d'Animation là-dessus, il en parlera plus en détail que moi. Et dans Titan à eux, le film comme le livre, ça manque. Même si tous les problèmes d'animation et de scénario étaient réglés, peu importe la forme, s'il manque des choses sur le fond, on peut pas avoir un film avec une telle portée. On peut bien sûr avoir des films très divertissants et très bien faits qui misent tout sur la forme et rien sur le fond, mais à ce moment-là, il faut un scénario ou des scènes d'action impeccables. Et c'est ni ce qu'on a, ni ce qu'on voulait avoir avec ce projet. Et ça veut pas dire que tout est acheté, loin de là. Ce film est pour moi celui qui représente le mieux la fin du deuxième millénaire dans le monde de l'animation, et a été une référence pour les futurs projets des autres studios. Et surtout, ce qu'on peut retenir de Titan à eux, c'est que c'est le dernier film de Don Bluth, donc on peut dire que sa carrière s'est achevée à cause de Bob. Bob, putain, Bob! Comme si quiconque était assez con pour nommer une planète ou n'importe quel objet dans l'espace Bob!